l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé en l'absence de Hugues Gonneau qui sera de retour la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine, oui. Bon, alors, évidemment, beaucoup d'actualités, Louis-Philippe, cette semaine. A commencé, évidemment, par une nouvelle de dernière heure. On peut mentionner ça ainsi. C'est le recul du gouvernement du Québec quant aux objectifs de vente de véhicules électriques exclusifs en 2035. On a toujours levé la main en disant qu'on n'y croyait pas. On a toujours mentionné au Guide de l'auto que c'était une mission impossible à accomplir considérant le marché automobile nord-américain et non pas uniquement en regardant le marché du Québec. Il y a eu des petits espoirs quand, par exemple, il y a des nouvelles comme la Model Y, c'était la voiture la plus vendue au monde. Là, il y avait des trucs encourageants qui sont arrivés, puis qu'à un moment donné, on a dit, il y a peut-être une lueur d'espoir d'atteindre quelque chose de proche. Mais là, quand on regarde les chiffres, c'est de plus en plus difficile. Et qu'est-ce qu'il y a à venir aussi au niveau réglementation, puis au niveau tarif, puis tout ça qui s'ajoute, je pense que Québec a fait le choix de suivre, d'emboîter le pas, puis de commencer dans ces annonces, parce que ça va être la première de plusieurs annonces. Hein. On a dit 90%, on veut 90% en 2035. Il n'y a pas longtemps, on a inclus les hybrides traditionnels qui sont des véhicules thermiques. Là, pareil, c'est pas des véhicules hybrides enfichables et électriques comme on avait avant, à batterie là, qu'on peut recharger. Donc, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, on va attendre qu'est-ce qui va se passer à la fin du 60 jours du fédéral. Premièrement, le gouvernement va vouloir regarder où est-ce qu'on s'en va parce qu'on s'entend avec toute l'électrification au Canada. Là. Mais en fait, moi, la grande question, parce que là, c'est Bernard Drinville qui en a fait l'annonce jeudi. Est-ce que, à partir de ce moment-là, le gouvernement du Québec recule aussi sur les crédits gouvernementaux qu'on donne pour les véhicules électriques? Actuellement, c'est 4 000. 2026, c'est supposé être 2 000. Puis après ça, rien. Mais est-ce qu'on va accélérer le processus? Et est-ce que dans le prochain budget fédéral, on va vraiment avoir un crédit pour véhicules électriques? Parce que... Ou est-ce qu'on va tirer à plat ces crédits au cours d'une fin de semaine, comme la dernière fois? Oui, mais absolument. mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la citation de Bernard Drinville, c'est qu'il dit que les ventes de véhicules électriques ont sérieusement ralenti depuis la diminution drastique des crédits. En fait, puis ce que lui mentionne, c'est que les véhicules coûtent plus cher, donc les gens en achètent moins. Erreur monumentale. Ils ne coûtent pas plus cher. Faites vos maths, vous allez voir que 95% des véhicules électriques que vous allez acheter aujourd'hui coûtent moins cher, même s'il y a 8 000 $ de crédit de moins que l'année passée, qu'à pareille date l'année passée. Les véhicules sont vendus à des taux à 0,9%. Il y a des 5 000, 7 000, 8 000 de crédit des manufacturiers, plus le 4 000 du provincial. Fait que ça fait en sorte que, au final, les véhicules électriques coûtent moins cher en ce moment qu'ils coûtaient à l'automne dernier. Alors, c'est dire à quel point ça, c'est une information erronée, puis que on n'a pas fait nos devoirs au gouvernement du Québec. Dans le sens de mentionner que les gens n'achètent pas de véhicules parce qu'ils coûtent plus cher. C'est pas vrai. Maintenant, c'est vrai que le public peut penser qu'ils sont plus chers parce qu'il n'y a plus de crédit. Mais c'est à nous, en fait, c'est au public de s'éduquer, mais c'est aussi à nous de prouver ceci. Tu sais, on se demandait à l'époque si le fait de donner des crédits gouvernementaux, ça ne permettait pas aux constructeurs de s'enrichir un peu plus. On en avait discuté la semaine passée. Ben là, de façon quasi unanime, on a la preuve que, effectivement, on est capable de vendre des véhicules moins chers. Et c'est évident que le jour où on ramène des crédits plus généreux, ben les constructeurs automobiles vont tranquillement monter leur taux de financement, diminuer les rabais qu'on donne, etc., etc. Le marché change complètement, bouge à vitesse grand V. Ah oui, puis c'est affecté également aussi quand on fait la comparaison avec l'an dernier. L'argent coûtait plus cher à emprunter aussi. Le taux directeur était plus haut. Donc, il y a tout ça que cette conjoncture-là qui n'est pas celle, comme tu l'expliques, que l'on croit avec le véhicule électrique en ce moment, là, qui n'est pas aussi cher qu'on le pense. Ce qui est assez intéressant, c'est que les manufacturiers, dans la plupart des cas,
poussent la vente et non pas la location. Parce qu'ils veulent surtout pas les revoir revenir, les véhicules électriques. Ouais, alors, avec les générations qui changent, les technologies qui s'ajoutent, c'est sûr que c'est difficile. Je regardais un BZ4X, là, un BZ4X de 55 000 $. Après 4 ans, la valeur résiduelle estimée par Toyota est à 16 000 $. Alors, fais le calcul. T'es même pas à c'est quoi? À 55 000 flambant neuf, 16 000 de valeur résiduelle. T'es à quoi? T'es-tu à 30 %? Même pas. Même pas. Un petit peu en dessous, là. Tu sais, c'est incroyable. Fait que ça prouve à quel point on veut pas les revoir. Puis c'est pour ça qu'en location, ils sont drôlement moins alléchants qu'à l'achat. Mais l'annonce du gouvernement Drainville, c'est le clou dans le cercueil pour la voiture électrique parce qu'il restait que le Québec qui était encore un peu optimiste à cette idée-là. Alors, Bernard Drainville arrive à l'environnement, une des premières décisions qu'il prend. OK, arrêtez-moi ça, là, le 2035, personne n'y croit, c'est fini, on passe à autre chose. Oui, il y a Trump, là, qui est venu mêler les cartes, mais Trump, il est là pour encore... mettons, maximum 2 ans et demi. Après ça, il va se passer quoi? Ouais. Puis l'industrie automobile, on l'a parlé la semaine dernière aussi, on ne conçoit pas une voiture en 18 mois, puis on ne fait pas des plans d'avenir sur 6 mois d'avance. On les fait sur 5 ans, 7 ans, 10 ans. Je trouve ça assez intéressant de constater ça. Mais là, que le Québec soit le dernier à reculer et que finalement... le Canada tout entier soit à peu près au même diapason, ça donne le ton. Là. En fait, ça n'a pas... Il y a encore des objectifs annuels à atteindre. On les a pas. Ça, c'est une preuve. Durant la déclaration, on les a pas. Au moment de se parler, on voulait les avoir. On va changer année après année. Ces objectifs-là qu'on va imposer aux constructeurs, ils sont encore là. Et c'est 90 % en 2035. Mais... moi, je m'attends à d'autres annonces d'ici là, selon qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire et qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis, etc., etc. Et qu'est-ce que l'industrie va dicter aussi, là. Parce que Bernard Drainville a le fusil sur la tempe aussi, là. Là, il faut qu'il prouve qu'il est capable de prendre action, qu'il fasse des trucs concrets puis que financièrement, ça tienne la route. Peu importe les allégeances politiques que tu peux avoir, la vérité, c'est que là, visiblement, il prend action puis il donne un coup de pouce à l'industrie automobile québécoise qui a souffert énormément de tout ce qui s'est passé au cours des 12 ou 18 derniers mois. Et donc, de rééquilibrer les choses et d'être au même diapason que le reste du marché, je pense que c'est pas une mauvaise décision. Et tu sais quoi? On en parlait encore la semaine passée. Le fait qu'on se retrouve avec un marché naturel... je pense que les véhicules électriques vont atteindre un niveau où là, il va y avoir un regain de popularité. Là, il y a comme une écœur en titre parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que ça va être fait avoir. Il y a des gens qui attendent pour des rabais qui ont été supposés, etc. Mais quand ça sera un marché naturel et que les offres vont être intéressantes chez les constructeurs, il y a des gens qui vont en acheter. Parce qu'il y a des gens qui en veulent. Puis là, les ventes sont en creux de vague, mais moi, j'ai vraiment le feeling là, que ça va remonter et sans crédits gouvernementaux. Je suis d'accord. Puis je veux dire, on va arriver avec des véhicules. Regarde, Chevrolet va dévoiler la nouvelle Bolt d'ici quelques semaines. La Kia EV3 va arriver d'ici peu. Je m'en vais conduire la semaine prochaine la Kia EV5 qui va être commercialisée sur notre marché. C'est des véhicules que les gens veulent acheter. La nouvelle Leaf qui va arriver, par exemple. Alors, c'est des véhicules plus grand public, des électriques à 64 999 plus 3000 $ de frais de transport à 6,99 % de taux de financement, t'en verras plus, tu comprends-tu? Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être un marché naturel et les constructeurs vont être capables de jouer leur propre carte sans qu'on leur dise quoi faire. Et le fait que le gouvernement s'en soit mêlé, ça a été une catastrophe. Oui, il y a eu un push de vente, mais ça a fait très mal à l'industrie, puis ça... si tu veux mon avis, ça donne une espèce de perception un peu morose sur ce marché de la voiture électrique qui n'aurait pas été le même, qui n'aurait pas progressé aussi rapidement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas que si on aurait eu autant en ce moment. Je ne sais pas si les gens avaient été prompts à les acheter, puis on serait arrivé, puis peut-être qu'on ne l'aurait pas eu. On ne l'aurait pas eu autant, on n'aurait pas eu cette technologie-là. Je pense que l'intervention du gouvernement a aidé à faire progresser puis à montrer que c'est disponible comme technologie. C'est juste que là, il y a tellement d'affaires qui sont arrivées. Imagine l'image négative que ça amène à un constructeur automobile. Quand tu
arrive sur le marché avec un Mustang Mach-E, que le véhicule est vendu 20 000 plus cher une année que l'année d'après, et que là, toi, le consommateur qui l'a payé, tu sais, moi, j'ai un ami personnel qui a payé 93 000 $ pour un Mach-E GT. Ils se vendent à 65 en ce moment, puis à des taux ridicules, alors qu'à l'époque, lui, il l'avait payé content, mais à l'époque, les taux étaient à 7,99, des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, des affaires qui se peuvent pas, là. Je veux dire, comment tu peux justifier ça? Et c'est pas des véhicules à 30 000 $, là, c'est des véhicules qui coûtent près des 6 chiffres. Puis le Nissan Ariya, c'est la même chose. Écoute, je faisais un calcul, le Nissan donne l'équivalent d'à peu près 9 000 $ de rabais sur son Ariya en ce moment, avant que tu viennes appliquer le crédit gouvernemental. Puis les taux de financement en pourcentage sont 2 fois plus bas qu'ils l'étaient à pareille date l'année passée. Fait que ton Ariya là, que tu vas acheter aujourd'hui coûte, même s'il n'y a pas 8 000 de crédit de plus que... même s'il y a 8 000 de crédit moins que l'année passée, coûte quelque chose comme 100 $ de moins par mois si tu le finances sur un terme de 6 ans. Écoute, là, ça illustre le portrait. Comment que le gouvernement est détaché de cette industrie-là aussi. Là. Donc, laissons les constructeurs automobiles gérer leurs trucs. Effectivement que ça prend quand même des objectifs, parce que sinon, ils vont vendre juste des V8. Mais laissons les constructeurs automobiles jouer d'audace, puis... Tu vois, les meilleurs, ils gagnent en ce moment. Les Coréens, ils se distinguent parce qu'ils ont un catalogue de véhicules électriques que les gens veulent acheter et non pas des véhicules insignifiants comme un Acura ZDX. On va en parler. On va en parler, mais on le retire du marché pour une deuxième fois. Tu sais, ce véhicule-là, c'est un véhicule de conformité. On l'a amené parce qu'on n'avait pas le choix. Le BZ4X, c'était la même affaire. Combien c'est en veux des véhicules de conformité qu'on a amenés sur le marché? Même la Fiat 500e, Chrysler en voulait pas. Ces véhicules-là sont tellement dangereux pour la fidélité de la clientèle de ces marques-là. 100% d'accord. Tu veux passer, tu es une personne qui achète des Acura, tu adores la marque, tu t'identifies à ces véhicules-là, et là, ton vendeur te dit, on passe à l'électrique, tu achètes un ZDX, tu te ramasses avec un Blazer, avec du crème de plastique à l'intérieur, puis tu te dis qu'est-ce qui est arrivé à Acura. Et puis là, tu sautes à une autre marque, tu vas ailleurs, et ces marques-là, ils ont souffert de ça parce que justement, comme tu dis, ces véhicules-là sont arrivés, ils n'étaient pas cuits. Mais particulièrement les acheteurs de Toyota Subaru qui sont des acheteurs fidèles et qui se sont fait un peu avoir avec les BZ4X et Solterra. Il y en a qui en sont satisfaits, mais la majorité des gens, lorsque vient le temps de les donner en échange, réalisent que, une Toyota, d'habitude, ça ne perd pas de valeur ou à peu près. Là, wow. Mais on en a déjà parlé de ça. Oui, c'est ça. Alors, quelques nouveautés qui ont été annoncées cette semaine, mais je pense qu'on peut tout de suite aller d'abord avec l'Acura ZDX, puisqu'il en est question. Il s'est fabriqué, j'ai mes notes ici, permets-moi de les réviser parce que j'ai comme un blanc de mémoire, mais il s'est vendu... il s'est fabriqué au total 19 000 Acura ZDX pour le marché nord-américain depuis le mois de mai 2024. OK? De ce nombre, combien ont été vendus au Canada selon toi? Je sais pas, je n'ai pas regardé. 307. Ah, c'est... Et il y avait des articles de certains collègues américains qui disaient qu'à un certain moment donné, le ZDX se vendait même mieux que le Cadillac Lyriq dans certains États américains. Parce que les gens avaient compris puis parce que Acura mettait de gros incitatifs sur ce véhicule-là. Je pense qu'on n'a pas eu autant d'objectifs chez nous au Canada avec le ZDX. Et considère qu'il y en a eu 307 sur une année et demie, là, et que là, c'est terminé, on tire la plug. Je ne veux pas dire que c'est un véhicule de collection, parce que non, mais ça va être un véhicule encore plus rare que le premier ZDX. Et je pense que le nom ZDX, on l'a brûlé. Là. Ramenez-le pas à Acura une troisième fois, ça ne sera pas une bonne idée. Alors, fin des émissions pour l'Acura ZDX. Nouveauté qu'on attendait, la Nissan Sentra. Nissan Sentra 2026. Le nom Sentra est aujourd'hui le nom le plus vieux après la Z dans toute la gamme Nissan. On avait lancé la Sentra en 1982. À l'époque, c'était une Datsun Nissan Sentra parce qu'il y avait une transition qui se faisait. Il y a eu beaucoup de générations de ces voitures-là. Et là, ce qu'on a dévoilé, c'est évidemment le modèle SR à saveur
sportive, entre gros guillemets, caractère gras, parce que c'est une voiture qui a un look plus sportif, mais qui déçoit énormément par son offre mécanique. En fait, c'est pas compliqué. C'est la même affaire qu'avant, sauf qu'il n'y a plus de transmission manuelle. 149 chevaux pour la Sentra, la même... Écoute, on veut se positionner. Chez Nissan, on a grandement besoin de se positionner dans des segments où est-ce que d'autres constructeurs ne sont pas. Ouais. Alors, avec la Sentra, ben, on est capable... Je pense qu'en gardant cette mécanique-là, le seul côté, c'est que probablement le véhicule va rester dans les moins chers. Qu'on peut se procurer. Je dis probablement parce qu'on a toujours des surprises. Oui, c'est ça. On a toujours des surprises à chaque fois. J'espère qu'on ne se positionnera pas parce que si on regarde, par exemple, je pense qu'on parlait de la Leaf aussi, là, des prix qui s'en viennent, ben c'est sûr que où est-ce qu'on va se mettre avec ça? Ça va dicter le succès de ce véhicule-là. Bon. Et je pense qu'il y a du potentiel au Québec pour ce type de véhicule-là. On va le pousser fort, mais ça va dépendre du prix. Il y a un regain de popularité chez les compacts au Québec, notamment du côté de la Mazda 3, qui est une voiture vieillissante. Ouais. Les ventes sont en hausse avec la Mazda 3. La Jetta se vend relativement bien. On en a un peu. La Civic se vend bien. La Corolla se vend pas parce qu'on n'en a pas. Ça, c'est un problème propre à Toyota. Mais effectivement, de ramener des voitures pragmatiques qui sont un peu plus attrayantes, je pense que c'est une bonne idée. Mais évidemment, Toyota, Hyundai, Honda, ils ont des hybrides. Et on s'attend à ce que d'autres constructeurs emboîtent le pas dans le segment des compacts. Alors, est-ce que Nissan aurait eu tout avantage à offrir une version hybride ou à tout le moins, et tu sais comment j'aime pas cette mécanique-là, mais à tout le moins, on aurait pu s'en servir. Le moteur VC turbo 3 cylindres du Rogue aurait pu se retrouver sous le capot de la Sentra. Pour qu'on en fasse une version un peu plus performante. Pour redorer les chiffres. Puis qui viendrait rivaliser avec une Kia K4 GT, avec une Hyundai Elantra N-Line, avec peut-être la Civic SI. Tu sais, ce genre de produit-là. Mais non, c'est une mécanique, 3 versions, avec des ensembles d'équipements, puis ça s'arrête là. Mais évidemment, style plus moderne, voiture qui sera probablement un petit peu plus intéressante à conduire. Abandon de la boîte manuelle, mais on ne l'avait pas depuis plusieurs années aux États-Unis. Il y a qu'au Canada, on la gardait parce qu'on avait une coupe Nissan Sentra qui tire à sa fin, en fait, qui est terminée en ce moment. Donc, nouvelle génération de Sentra. On va conduire ça d'ici quelques semaines, d'ailleurs. Oui, on regarde pour jeter un coup d'œil sur l'habitacle aussi de la Sentra. Juste dans les images, là, je trouve que c'est un habitacle qui est très bien fait. Quand on le regarde, puis aussi on a gardé des boutons, on a gardé des commandes manuelles, tout ça, là, puis ça va être confortable aussi. Hein, chez Nissan, on a quand même des sièges qui sont confortables, etc. Je pense qu'on... Ça sera un avantage de la Sentra qui me semble être une voiture spacieuse qui propose une planche de bord plus moderne que celle d'une Corolla ou d'une Civic. Ça va peut-être être un edge là, qu'on n'a peut-être pas du côté mécanique. Voilà. Chez Ford, semble-t-il que la Ford Mustang, et non pas la Mach-E, mais la Mustang, la vraie sportive, aura droit à sa motorisation hybride. C'est en cours de développement. Ben oui, Mustang, les chiffres ont plongé. Hein? Ça n'a pas été très populaire dans les dernières années. En fait, en 2024, on regardait les chiffres et on disait, tabarnouche, la Mustang n'a pas performé comme elle l'a fait dans le passé. Ben, on étire la sauce pas mal. On étire la sauce pas mal, mais... on décline de plus en plus. Hein? On parle d'une Mustang hybride aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, on parle de l'autre côté du spectre d'un moteur, le moteur Legend là, qui va être probablement, hypothétiquement, dans la GT500 de Shelby. On va garder tous ces modèles-là, mais je pense qu'on veut en offrir le plus possible pour ratisser le plus large avec la Mustang. Puis avec une motorisation hybride, ça va arriver. Mais où est-ce que ce modèle-là va aller dans son identité, c'est à se demander. Oui, effectivement. Ben ça, seul l'avenir le dira, mais évidemment, Ford a besoin d'une voiture comme celle-là pour garder son image. Tu peux pas avoir juste un Mach-E puis penser que c'est une Mustang. Mais moi, j'ai l'impression que chez Ford, on a perdu une partie de la clientèle qui s'est redirigée, aussi drôle que ça puisse paraître, vers la Corvette. Parce qu'une Mustang 5 litres ou une Dark Horse à 85-90 000 ben, si tu as 90 000 à mettre sur une sportive, tu as 100 ou tu as 110, puis rendu là, vas-tu t'acheter une Corvette? Peut-être. J'ai l'impression... C'est drôle à dire, mais il fut une époque où la Camaro et la Mustang rivalisaient. Ben là, c'est la Corvette qui rivalise avec la Mustang. C'est littéralement prix, là, ce qu'on peut constater. Parce que des Corvettes, il y en a en plus. Bon, évidemment, si tu vises une Mustang
cylindres, 4 cylindres, c'est autre chose. Mais à partir du moment où tu veux un modèle de performance, ça commence à coûter assez cher. On n'est pas super parlable, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est une voiture qu'on garde majoritairement pour le marché américain puis qu'on vend au compte-gouttes chez nous. Alors, à suivre. Évidemment, on parlait du désintérêt des constructeurs envers les véhicules électrifiés. Bien, on en a la preuve 2 fois plus tôt qu'une avec les annonces de cette semaine. Jeep qui a confirmé que le Gladiator 4XE ne viendrait jamais sur le marché. Ouais. J'en avais eu une bonne idée lors de l'événement du Moab, du 4x4 Moab Jeep qu'on avait fait au printemps dernier, où j'avais discuté avec les ingénieurs de Jeep et ils ne m'avaient pas confirmé que le véhicule n'arriverait jamais, mais ils m'avaient dit, écoute, on a repoussé les plans de ça, puis ça fait vraiment pas partie de nos priorités. Ouais. Donc, le fait que ce soit éliminé officiellement aujourd'hui, on comprend. Et on comprend aussi que le développement du nouveau pick-up Dodge, ou Ram, pardon, qui est en cours, qui est présentement en cours, peut-être qu'on va mettre plus d'énergie là-dessus pour aller chercher des mécaniques alternatives qui vont permettre de mieux rivaliser avec la compétition. Oui, parce que je pense que, tu sais, on regarde le Gladiator, puis on regarde le Wrangler, puis on dit souvent ces véhicules-là sont pareils, mais ils ne le sont pas et la clientèle n'est pas la même non plus. Du côté du Gladiator, on va aller vers des mécaniques plus traditionnelles. C'est pas le même. Puis je pense que les gens chez Jeep l'ont compris, puis ils ont dit, si on fait ça, on n'en vendra pas, puis on va falloir le retirer plus tard. Et comme tu le sais, chez Jeep, Ram, Stellantis en général, on peut pas se planter. Donc, je pense que les valeurs sûres, c'est parce qu'on l'a fait souvent. Mais je pense qu'on peut plus se planter. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va y aller directement avec les mécaniques connues pour le Gladiator, puis c'est la meilleure décision à prendre. Oui, absolument. D'autant plus que chez nous, le 4XE se vendait bien. Le Wrangler 4XE en Europe, ça va. Oui, ça va. Mais dans le reste de l'Amérique du Nord, le 4XE est inintéressant, coûte beaucoup trop cher par rapport au modèle à essence. Donc, puis on s'entend que c'est une technologie qui n'est pas particulièrement impressionnante non plus. Ton autonomie électrique, c'est 30 km. Oui, puis qu'il y a eu des problèmes aussi, etc. Ça. Donc, c'est pas... Tiens! La Porsche 718 Boxster et Cayman à essence va finalement voir sa carrière prolongée. Pas dans la forme qu'on connaît actuellement, mais il y aura une prochaine génération de 718 ou Cayman à essence. J'y croyais pas, moi, au fait qu'on passerait à du 100% électrique. J'avais de la misère à concevoir que Porsche, qui, pour moi, fabrique une des plus belles sportives au monde, parce que la 718 Boxster et la Cayman, pour moi, ce sont parmi les meilleures voitures sport de la planète. Ouais, c'est sans compromis. Là, elles vieillissent, c'est sûr. Elles ont vieilli parce qu'on a cessé leur production, mais comment est-ce qu'on pouvait abandonner ça pour penser que les amateurs de ce modèle-là allaient mordre à l'électrique? Si les acheteurs de Macan ne mordent pas, imagines-tu ceux-là? Exactement. En fait, Porsche accumule les pertes, on révise les bénéfices à la baisse. Là aussi, on ne peut pas se planter, donc on a des mécaniques qui sont là. Ça sera pas. On va garder l'électrique pareil, ça va être encore dans les plans. On veut des mécaniques hybrides également, mais tu regardes comme j'aime ton exemple du Macan. Le Macan EV, c'est pas le même véhicule que le Macan à moteur thermique. C'est vraiment pas du tout le même véhicule. Oui, il y a des gens qui en achètent puis tout ça, mais tu sais. Pour un utilitaire, pour quelqu'un qui adore conduire, le Macan, c'est extraordinaire dans sa version thermique. Quand tu embarques dans la version EV, c'est complètement un autre véhicule. Un véhicule de pointe, là, j'enlève rien, puis très, très évolué, mais c'est pas le même véhicule. Puis je pense que les gens ont perdu confiance un peu avec toutes ces annonces-là, qu'on ramènerait pas justement des véhicules qui sont très performants puis qui sont très agréables à conduire, comme le 718. Puis je pense que justement, on veut continuer à capitaliser sur ces gens-là qui les achètent. Alors, on va leur offrir quelque chose qu'ils veulent, puis ça finit là. Mitsubishi, des nouvelles de Mitsubishi. Que se passe-t-il? On lance une nouvelle génération d'Eclipse Cross, 100% électrique, mais là, c'est destiné pour l'heure au marché européen. Oui, pour ceux qui nous regardent à la télévision, là, puis en vidéo, on regarde. Les designs chez Mitsubishi, ça n'a pas été, le yab, là, on peut se dire, mais là, quand on le regarde, celui-là, je pense que c'est vraiment, vraiment réussi. C'est pas chez nous, comme tu l'as dit, à nous autres. Ça n'a pas été le yab?
Oui, exactement, Ça n'a pas le été YAB. le YAB. C'est ça. Ça n'a pas été le YAB. Mais oui, effectivement que là, on a l'impression d'un produit drôlement plus moderne et adapté. Parce que l'Eclipse Cross, c'est complètement dépassé. Écoute, tu t'embarques là-dedans, tu t'attends à voir un lecteur CD. Là. C'est le début des années 2000, là, comme design, comme forme, comme véhicule en général. Puis là, ben justement, si Est-ce que l'Eclipse Cross, a un cendrier? Ah, je le sais pas. Question. Je sais pas. un petit allume-cigarette avec un cendrier. Oh. Ouais, c'est ça. Donc, on présente un véhicule pour l'Europe. Écoute, c'est 600 km d'autonomie promise selon WLTP, le cycle européen. Exactement. 400. Ouais, c'est ça. 450, peut-être 500 si on est chanceux, dans les conditions idéales. Une version avec simple moteur à traction, 215 chevaux. Là, ça, c'est les spécifications européennes préliminaires qu'on voit. Mais on mise quand même, là, c'est un Renault Scénic, là. C'est ça. C'est un partage de technologie avec un produit Renault. Ça. Est-ce que c'est le genre de véhicule qui va partager sa technologie avec des produits comme la Nissan Leaf ou avec... Bon, tu sais, parce que, évidemment, il y a beaucoup de partage de technologie entre ces constructeurs-là, même si ça tend à se dissoudre de plus en plus. Mais effectivement, Mitsubishi a besoin d'aller piger dans la boîte à outils de ses partenaires pour pouvoir développer de nouveaux produits parce que le RVR... là, commence à dater un petit peu. Puis l'Eclipse Cross... Ce n'est pas un mauvais véhicule, mais ça date. C'est ça. Non, il va toffer longtemps. Les 2011 roulent encore et sont pareils comme les 2025. Fait que c'est bon. Mais bon, il y a du nouveau chez Mitsubishi. Il reste à voir ce qui va se passer pour nous en Amérique du Nord avec ça, parce que j'ai l'impression que les gars se tournent les pouces pas mal dans les salles d'exposition Mitsubishi, surtout depuis la diminution drastique des crédits, ce qui a fait en sorte que les ventes d'Outlander et HEV ont chuté drastiquement. Qui est le modèle qui supporte là, pas mal toutes les choses en ce moment. Qui était le véhicule le plus cher de la gamme et le plus vendu. Donc, ça donne le ton un peu. Nouvelle que j'ai trouvée particulièrement intéressante et j'ai contacté les gens de Toyota Canada cette semaine pour qu'ils nous accordent une entrevue quant au communiqué qu'ils ont fait parvenir aux 49 propriétaires de véhicules à hydrogène encore immatriculés au Québec. Okay. Alors, le communiqué de presse mentionnait que la station-service Arnois, qui dessert actuellement la ville de Québec et qui est la seule station à pouvoir fournir les consommateurs en hydrogène, fermera ou cessera ses activités le 5 octobre prochain. Essentiellement, ça veut dire que les 49 propriétaires de véhicules à hydrogène qui assurément vivent dans la région de Québec, là, pourront plus ravitailler leurs véhicules à partir du 5 octobre prochain, parce que la seule autre station existante au Québec, elle est à l'Université de Trois-Rivières et elle n'est pas accessible au public. Chez Toyota, au bureau régional, on a une borne de ravitaillement, mais est-ce qu'on va encore s'en servir? Est-ce qu'on va pas la retirer de là? Probablement. On se souvient, il faut reculer plusieurs années derrière pour se souvenir pourquoi les stations-service Arnois avaient décidé sur le boulevard Hamel à Québec d'ouvrir cette centrale où on allait fabriquer de l'hydrogène et en vendre essentiellement. C'était suite à une entente politique avec le gouvernement du Québec qui avait fait l'acquisition, à très gros prix d'ailleurs, de Toyota Mirai qu'ils ont à peu près jamais servi. Alors, des Mirai qui avaient 2, 3, 4 000 km après 3 ans, qu'on n'utilisait pas l'hiver parce que les fusils de ravitaillement gelaient dans les socles, des voitures qui n'étaient pas super pratiques, on n'était pas capable de les ravitailler adéquatement, on était paresseux. Mais il y avait eu une entente entre le gouvernement du Québec et Toyota Canada pour l'achat de ces 50 voitures-là et avec Arnois pour qu'ils puissent alimenter ces véhicules-là. Là, évidemment, ces voitures-là ont toutes été vendues à l'encan pour des bouchées de pain. La plupart se sont retrouvées soit aux États-Unis, soit en Colombie-Britannique, mais quelques-unes d'entre elles sont encore au Québec. Oui, font partie des 49. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont acheté, il y a quelques Québécois qui ont acheté des voitures à hydrogène neuves au Québec dans l'optique de pouvoir les utiliser pour faire de la courte distance. Fallait quand même être audacieux, là. Puis aujourd'hui, j'ai une pensée pour ces gens-là qui sont pris avec une voiture à hydrogène. Ils vont pouvoir faire le plein pour encore quelques jours et après ça, ça va être fini. Qu'est-ce que tu fais avec ton auto? Ouais, c'est... Mais là, sur un transport, essaye de vendre ça en Colombie-Britannique pour
quelques milliers de dollars, puis bonne chance, mon ami. Parce que au BC, tu as quelques stations de recharge, puis tu as des voitures à hydrogène qui circulent. Il y en a encore beaucoup plus en Californie, mais chez nous, c'est brûlé. Là. Puis on comprend que le gouvernement met ses énergies dans l'électrique, non pas dans l'hydrogène. Donc, puis ça a toujours été ça depuis le début de tout ça. L'hydrogène, techniquement, c'est très intéressant. Par contre, le réseau de distribution électrique, on l'a. Le réseau de distribution à l'hydrogène, on l'a pas. Donc, ça a été le gros point pour décider là, où est-ce qu'on met nos efforts au gouvernement provincial. On a choisi l'électrique sans enlever à rien là, au côté technique de l'hydrogène. Là. Bon, puis là, j'ai sorti, permets-moi de les sortir parce que je ne les ai pas devant moi, mais j'ai sorti les chiffres de vente ou d'immatriculation par catégorie des véhicules qui circulent chez nous au Québec. C'est intéressant, c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui m'a fourni ça. D'ailleurs, je suis obligé de te dire que j'ai envoyé une question à la SAC et on m'a répondu dans l'heure. Ouais. J'ai quand même été impressionné. Puis ils sont très sollicités là, comme département de relations publiques. Oui, quand même. Mais le type qui était là durant la grosse période a quitté ses fonctions. Bon. Alors, cela étant dit, là, évidemment, ce sont des chiffres qui datent du 30 juin 2025. Okay. Il y a un total, à ce moment-là, il y avait un total de 5 298 095 véhicules d'immatriculés au Québec. Pour 8 millions quelques d'habitants, ça fait quand même pas mal de voitures. Quand il y a des gens comme toi qui en ont quelques dizaines, ça je te demanderais de te taire. Ça aide à monter les chiffres. Je te demanderais de te taire. Voitures à essence traditionnelle, 4 722 066 copies. Diesel, 79 953. Les hybrides traditionnels, 139 252. 105 000 hybrides rechargeables. Et 249 000, on peut dire 250 000 véhicules électriques immatriculés au Québec. C'est proche de l'objectif qu'on s'était fixé, pas à peu près, là. Puis évidemment, ça va en augmentant. J'ai été d'ailleurs étonné de constater que les ventes de diesel avaient repris du galon. Probablement à cause que GM a vendu beaucoup de camions diesel dans la dernière année. C'est une bonne... Je sais pas. Mais parce qu'évidemment, ça comprend pas les poids moyens. Alors, les camions HD sont pas inclus là-dedans. Okay. C'est limité aux camions 1500. Mais écoute, ça fait quand même beaucoup de véhicules. Oui. Et 49 voitures à hydrogène seulement, dont 48 sont des Mirai et peut-être qu'il y a une Nexo. Ouais. C'est ça. Fait que voici ce que ça donne pour ce qui est du portrait du parc automobile. Et mes condoléances aux 49 propriétaires de voitures à hydrogène qui devront certainement magasiner une nouvelle voiture dans la prochaine semaine. Ouais. Le guide de l'auto. Antoine, il y a 20 ans de ça, tu faisais ton premier lancement international et c'était rien d'autre que la Mazda Miata. Là. Non, erreur, c'était la Mazda MX-5. Parce qu'à partir de la 3e génération, on avait enlevé le nom Miata sur la voiture et ça m'avait un peu déçu à l'époque. Et tu sais quoi, 20 ans plus tard, je suis obligé de t'admettre que c'est encore une erreur parce qu'on l'appelle encore la Miata. Pour ça, je l'appelle encore la Miata. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Oui, alors... en fait, c'était en juin 2025. On prenait l'avion pour se rendre du côté de Hawaï pour le lancement de cette 3e génération de la Mazda MX-5. Et ce qui m'a rappelé cet événement-là tout récemment, c'est évidemment le décès de Tom Matano, qui est le designer de la première Mazda MX-5 Miata, qui avait été dévoilée en avril 89. Ceux qui nous écoutent en vidéo voient l'homme à l'écran au volant de cette fameuse voiture. Il avait signé le design de cette voiture-là. Il avait aussi signé le design de la 3e génération de la Mazda RX-7, qui pour moi est une des plus belles voitures japonaises de tous les temps. C'est un homme de très, très grand talent qui avait étudié à l'école de Art and Science of Design de Pasadena, en Californie. Évidemment, japonais d'origine. Le hasard avait fait que à l'événement de la Mazda MX-5 de 3e génération, même s'il n'en était plus le designer, il était présent, évidemment, parce qu'il avait cette voiture-là à cœur, parce qu'il l'avait mise au monde, essentiellement. Il était présent et il était assis juste à côté de moi à la table lors du premier souper. Et
je me suis mis à discuter avec lui pour réaliser, parce que je ne connaissais pas l'homme à cette époque-là. Il m'avait mentionné être le père de la première Miata et timidement, il m'avait aussi parlé de la RX-7, mais c'est comme s'il fallait pas qu'il m'en parle. Parce qu'on était dans un événement MX-5, puis que la RX-7 était une voiture qu'on avait récemment abandonnée, remplacée par la RX-8. On tentait de faire oublier la RX-7 à cette époque-là. Tu vois le genre un peu? Fait que j'ai l'impression qu'on l'avait muselé en lui disant « Tu peux pas parler de ça. » Parce que c'était deux chars totalement différents aussi, RX-7, RX-8. Non, ça n'avait rien à voir. C'est pas la même affaire, pas en tout. Là, fait que... mais évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire sur la Miata et tout ça. Puis j'avais fait mais comment est-ce qu'on... Parce que moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour les designers automobiles, surtout quand j'étais plus jeune, parce que c'était un métier que j'aurais rêvé de faire. J'en dessinais des voitures quand j'étais plus jeune. J'avais pas le talent de ces gars-là, mais je me débrouillais pas si mal. Et donc, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais rêvé de faire, mais qui était hors de portée ou inatteignable ou inimaginable en ce qui me concerne. Alors, j'ai vraiment fait... parler avec un gars qui a dessiné une des plus belles voitures au monde, c'est quand même tout un honneur. Ouais. Et là, je lui demande la question, est-ce que tu conduis une RX-7 encore aujourd'hui ou une Miata? Et sa réponse, non, là où je demeure, j'ai juste une place de stationnement, puis j'ai une famille, donc j'ai une Mazda 6 familiale. Là, écoute, les bras m'étaient tombés. Là, je me disais, encore heureux qu'il n'y ait pas une MPV. Mais il conduisait une Mazda 6 familiale et c'était sa seule voiture. Et c'est le gars qui avait... c'est le gars qui avait mis au monde la Mazda Miata et la RX-7 de troisième génération. Et là, on a appris son décès un peu plus tôt cette semaine à l'âge de 76 ans. Ouais. Alors, c'est sûr que ça m'a remémoré cet événement-là. Puis là, ben, je regarde mon calendrier puis je fais « Ah, c'est vrai, ça fait 20 ans. » Et puis, écoute, c'était un événement média. Tu sais, quand tu dis, il y a une époque où les événements de presse étaient beaucoup plus relax. Tu sais, l'Internet en était pas à ses premiers balbutiements, mais disons que c'était pas encore totalement pris au sérieux. Ouais. Et puis, c'était la presse écrite, puis on avait le temps de faire de la photo. C'était un événement sur 5 jours, 2 jours de conduite. Évidemment, à Hawaï, sur l'île de Kona, où les limites de vitesse sont à 30 000 à l'heure à peu près partout, on faisait pout-pout, puis il y avait surtout des beaux paysages pour faire des images. Mais le reste du temps, on a fait de la plongée en apnée. On est allé survoler un volcan en hélicoptère. Tu sais, on a fait des trucs. Tu fais plus ça aujourd'hui. Là, c'était un événement où, évidemment, on mettait l'histoire de la Miata à l'avant-plan. Puis... on se demandait ce qui allait advenir de la Mazda Speed MX-5 parce qu'on l'abandonnait cette même année-là et on nous faisait savoir que la Mazda Speed était temporairement mise sur la glace. Finalement, elle n'est jamais revenue sur le marché. En même temps, on a peut-être compris que la vocation de la MX-5, c'était peut-être pas celle-là. Puis aujourd'hui, on a une MX-5 qui est sérieusement plus performante aussi. Mais... et c'est drôle parce que moi, je me souviens avoir adoré cette auto-là. Je l'avais trouvée solide, dynamique. Je l'avais reconduite à plusieurs reprises. On avait présenté, évidemment, des modèles que j'ai jamais revus. Un modèle avec un toit rigide amovible. Non pas le toit électrique qu'on a lancé quelques années plus tard, mais un toit rigide amovible, comme sur la première génération. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça, c'était dans la salle de dévoilement de la Mazda MX-5. J'en ai jamais revu de ça. Il y avait des teintes aussi qui étaient super rares, que moi, j'ai jamais revues par la suite. Les éditions spéciales de 2006. Mais on avait conduit cette voiture-là sur 2 jours, puis j'étais vraiment tombé en amour avec la bagnole. Et tu sais quoi? Je vais en reconduire une prochainement parce que je veux me remémorer ces souvenirs-là. J'avais vraiment, vraiment trouvé que c'était une auto qui était réussie sur toute la ligne. Et c'est drôle, aujourd'hui, c'est la mal-aimée des MX-5. On la considérait comme lourde, on la considérait plus grosse. Oui, les lignes étaient peut-être un petit peu plus accentuées que celles de la première génération. Moi, j'ai envie de te dire que celle que j'aime peut-être un peu moins, c'est le modèle de 2e génération, qui est une évolution de la première, mais
pas nécessairement dans le bon sens. Bon, hormis peut-être la Mazda Speed qui a été une voiture un petit peu plus exclusive. Les voitures que vous voyez présentement à l'écran, ce sont des modèles de première, deuxième génération qu'on avait amenés sur place. Ouais. J'ai d'ailleurs rédigé un article là-dessus sur le site du Guide de l'Auto si vous voulez aller le lire sur cette histoire-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'aujourd'hui, tu sais, on regarde ça comme la Miata qui était lourde, qui était pataude. Ça n'en était rien, là. C'était vraiment pas ça. Puis j'ai regardé, j'étais curieux, j'étais allé voir combien ça pesait une Mazda MX-5 2006. Ça pesait 1144 kilos. Alors, Tu sais, c'est un petit peu plus lourd que la MX-5 actuelle. C'est le poids d'une RF, en fait. Mais c'était pas une voiture lourde, là. ben non, c'est ça. Et c'est une voiture qui faisait 170 chevaux, qui se débrouillait bien, que le moteur était peut-être un peu rugueux, mais tu sais, j'ai trouvé que ce rappel-là était assez particulier dans la mesure où, bon, M. Matano décède cette semaine. J'avais fait cet événement. Je l'avais rencontré pour la première fois il y a 20 ans. À cet événement-là, j'avais eu une discussion avec lui. Je l'ai recroisé à 2 ou 3 reprises peut-être dans ma carrière, mais j'ai jamais rediscuté avec lui. Ouais. Puis, tu sais, parce qu'on lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Évidemment, il a été super respecté. Ouais. Et là, ben... Et tout ça dans le cadre de la célébration là, du 35e. Ben, là, c'est ça, aussi, c'est là, qu'en plus, tu as le 35e anniversaire de la MX-5 qui se passe en ce moment. Je vous le donne en mille. Le premier épisode de la prochaine saison du Guide de l'Auto télé, ça débutera avec la Mazda MX-5 35e anniversaire d'ailleurs. On a été choyés au Canada. On en a eu plus en proportion que du côté des États-Unis. Ouais. Alors, bref, on va voir, mais c'est sûr que c'était un événement mémorable pour moi parce que oui, c'était mon premier voyage international, mais aussi parce que c'était pas un voyage banal. Le lancement de la MX-5 dans un environnement féerique, puis rencontrer cet homme-là, c'est 3 éléments que je garde en mémoire. Il y a bien des événements, je peux te dire, que j'ai oublié plus facilement que celui-là. Ouais. Alors, mes condoléances, évidemment, à la famille de M. Matano et salutations à l'homme. Chapeau pour le travail qu'il a réalisé. Le Guide de l'Auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. T'arrives de voyage, Louis-Philippe, justement, où tu es allé conduire un Chevrolet Silverado EV, version Trail Boss. Bon, j'ai une question pour toi. Là. Vas-y. Est-ce que ce véhicule-là est résolument différent des autres Silverado EV ou est-ce qu'on n'a pas organisé un événement dans l'optique de se payer une petite campagne de pub ou d'aller chercher un nouvel attrait pour un véhicule dont les ventes sont peut-être un peu au ralenti? Ben écoute, comme tu le dis, au ralenti, qu'est-ce qui se passe dans ce segment-là? On en parlait la semaine dernière justement avec le F-150 Lightning, que les ventes plongent, Tesla Cybertruck. Ceux qui en voulaient un, ils en ont acheté un. Ouais. Du côté de Rivian, ben c'est... Et tous ceux qui n'en voulaient pas n'en achèteront pas. Du côté de Rivian, c'est assez exclusif, etc. Donc, tu sais, c'est bande à part. Ouais. C'est quoi qui se passe là, dans ce segment-là? Puis Ram qui a annoncé... Ram qui a annoncé que... On l'enlevait, justement, c'est ça, le Ram REV qui n'existera pas. Qui n'existera pas. Fait que, écoute, le Silverado, du côté de chez GM, on veut essayer de multiplier les variantes pour attirer le monde vers ce produit-là. Hein? Fait que Trail Boss, ça veut dire prêt pour aller un peu hors des sentiers battus. Ce n'est pas un véhicule qui va faire du hill climb là, ou des trucs comme ça. Mais pareil, capable, on a une garde au sol 2 pouces surélevée. Là, je te dis, c'est quoi la différence? Là? Ouais. Des calibrages de suspension particuliers au véhicule, des crochets de remorquage, un mode terrain qui va moduler un peu plus agressif, etc. Ça fait juste consommer encore plus d'énergie. Des tires, des pneumatiques de 35 pouces, là, ça va dans la ligne de l'autonomie. Une autonomie qui est quand même assez exceptionnelle, là, ce véhicule-là. On a une batterie de 205 kWh, pareil dans ce modèle-là, si on choisit la batterie max. Donc, un véhicule qui va chercher un peu de tout, qu'on ne sait pas pour qui. C'est qui va acheter ça? Parce que, je vais te dire le prix avant de dire les impressions de conduite, là, c'est 110 625 $ de prix de départ pour le Silverado Trail Boss, EV Trail Boss au Canada. Donc, à qui ça s'adresse? Bon, moi, je peux dire bien des bonnes choses. 110 000. Ouais, je peux dire bien des bonnes choses. L'autonomie est à? 760 km avec la batterie max, mais évidemment,
Je ne l'ai pas testé là, avec Ouais. ces pneumatiques-là, dans cette condition-là, pour la vider. Là. On était dans les sentiers, puis dans les Et ça sentiers. pèse? Un petit peu moins de 9000 livres. Oh! Wow! Oh, wow, hein? 9000 livres. Ouais. Ben, tu sais, c'est le Silverado EV, c'est ça. C'est Ouais. Tu sais, c'est... Tantôt, je vous parlais d'une Mazda MX-5 qu'on considérait lourde à 1144 kilos, ce qui fait à peu près 2400 livres. Bon, alors... Fait que, il en rentre 3,5 là-dedans. Ouais, puis quand tu es debout à côté du Silverado EV, tu te dis, tabarnouche, c'est un gros mastodonte. morceau de pick-up. Là. Donc, 725 chevaux, 775 livres-pieds de couple. On a cette performance-là dans le modèle Trail Boss. On est capable de remorquer 10 200 livres avec celui-là. Je pense qu'avec certaines variantes, on peut aller jusqu'à 12 500 avec le Silverado EV. Mais là, avec le Trail Boss, c'est ça. Écoute, dans les sentiers qu'on nous a amenés, c'est un camion qui est... Il manque jamais de puissance, manque jamais de performance, manque jamais de couple. C'est pesant, tu le sens comme sur la route. Tu le sais, tu as conduit des Silverado EV, tu sais que ça se sent pesant. C'est le point qui m'agace parce que tu sais que les suspensions, les pneus, les freins, les pièces de direction, tout ça va souffrir. Oui, évidemment. Puis où est-ce qu'on l'a amené? Tu sais, c'est... Aller en route, là, en véhicule électrique ou en camion électrique, c'est une expérience complètement différente. Puis je reviens à mon point de qui va vouloir acheter ça. Quand on amène ça dans la trail, c'est tellement facile à conduire. Il n'y a pas le son, il n'y a pas nécessairement l'expérience que quelqu'un va chercher. Au doigt et à l'œil. Ah oui, pour le meilleur et pour le pire. Là, donc, il y a des gens qui préfèrent le délai mécanique parce que c'est plus prévisible. Avec l'électrique, c'est vraiment, vraiment immédiat. Ouais. Et c'est un véhicule qui est très confortable. Fait que dans la trail, on voyait les véhicules en avant de nous autres pliés complètement. Puis quand on faisait cet obstacle-là, pouf, ça retombe. C'est pesant, oui, on le sent, mais c'est comme un... Je t'imagine aller frotter c'est comme le pack nuage. de batterie. Oui, bien, ça, c'est une autre affaire aussi. Là, le pack de batterie, est-ce qu'il est vulnérable ou est-ce qu'il est super bien protégé? Parce que là, si on t'amène en hors-route avec un mastodonte de 9000 livres puis que tu plies le batterie pack, ça va mal aller. Là. Il est protégé, mais évidemment, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec ton Silverado EV Trail Boss et comment loin tu veux l'amener. Est-ce que vous avez posé la question aux gens de General Motors quant à leurs objectifs de vente et leurs impressions sur le fait que Ram ait décidé d'abandonner la course? Je n'ai pas posé la question à ce sujet-là, mais c'est ça va affecter non seulement les ventes, ça va affecter le fait qui va aller vers quelle variante pour le Silverado EV aussi. Et puis, ben leurs objectifs, ils savent pas eux autres même c'est quoi. Tu sais, quand je parlais, il y en a qui disent que c'est un véhicule complètement fait pour la hors-route, d'autres qui disent c'est un véhicule d'aventurier, d'activité, on veut pas. Donc, je pense qu'on veut le décliner le plus possible pour le rendre le plus intéressant possible, mais essentiellement, c'est une base de Silverado EV à laquelle on a greffé certains équipements qui viennent de l'arsenal chez Chevrolet. Laisse-moi deviner. D'ici quelques mois, on lancera un Sierra EV AT4. Et on va faire un autre lancement pour ça, parce qu'évidemment, c'est complètement différent d'un Silverado EV Trail Boss. C'est ça. Écoute, je peux pas, tu sais, je veux dire... À conduire ce camion-là, on a fait un peu de remorquage aussi. Ça a toujours la performance, l'écran à l'intérieur, tout ça, mais quand on se réfère toujours au prix. Puis regardez ce prix-là, quelqu'un qui rentre dans une classe dans cette classe de prix-là pour une camionnette s'attend à avoir un petit peu plus de finition à l'intérieur, par exemple, s'attend à avoir certaines affaires dans son camion que ce véhicule-là ne peut pas lui offrir. Non. Par contre, sur papier et les capacités, c'est vraiment, vraiment impressionnant. De mon côté, j'ai conduit la semaine dernière le Volkswagen Tiguan. Oui. Tardivement. Il est arrivé sur le marché il y a pas tout à fait 1 an, mais quand même, j'y avais pas encore touché. Je peux rapidement te dire que c'est une déception de ne pas voir de motorisation hybride dans cette machine-là. C'est particulier aussi de constater qu'il est plus petit que son devancier et de beaucoup parce que si tu regardes... il est 44 mm plus court, ça va, mais si tu rabats les sièges à l'intérieur, le volume utilitaire total est inférieur à l'équivalent de celui d'un coffre de Jetta par rapport à l'ancien modèle. Ouais. C'est 410 litres de moins en termes de volume cargo. C'est à cause de la ligne à l'arrière là, qu'on a choisi de plonger un peu aussi, non seulement. Oui, mais... ça n'en fait pas un véhicule inefficace pour autant. Moi, j'ai juste envie de te dire, l'autre était trop gros.
L'autre était trop long. Puis Volkswagen a jamais trop su comment s'adapter au marché nord-américain. Le premier Tiguan, c'était gros comme une Golf. Le deuxième Tiguan, c'est gros comme un intermédiaire ou à peu près. Puis là, on vient se positionner entre les deux. Et si tu regardes sur le marché européen, le Tiguan vendu en Europe est plus petit que le nôtre, mais ils ont aussi le Tayron, qui est un Tiguan comme le nôtre, mais allongé avec une troisième banquette. Ce que nous, on ne peut plus avoir avec la nouvelle génération. On l'a éliminé. Ça va bien, c'est pas passionnant à conduire. Suspension fait un super bon boulot, j'ai rien à dire là-dessus. Les écrans en dedans, ça va. Ça manque de boutons physiques, mais de façon générale, ça va. Encore un petit délai dans la pédale. Là. Un, et deux, qu'est-ce que le moteur est encore bruyant? Je m'explique, mais comment ça se fait? Tu sais, oui, on a amélioré beaucoup de trucs. Là. On a déplacé le levier de vitesse à la colonne, on a rendu l'habitacle beaucoup plus chaleureux. C'est plus chic là, à l'intérieur que c'était. Là. Mais je peux pas payer 50 000 $ pour une machine comme celle-là puis avoir le son d'un véhicule qui me donne... Ça me donne pas l'impression d'un véhicule qui a un niveau de raffinement très impressionnant. Là, on amène le moteur turbo du Q5 dans la version Highline pour 2026. Ça va être la même chose, mais avec un petit 60 chevaux supplémentaires. Codes de consommation qui sont les mêmes, mais le Tiguan Turbo va rouler au super. Alors, c'est 25 sous de plus le litre pour déplacer ta machine. Et puis, c'est pas un véhicule qui est lent, le Tiguan, mais c'est pas un véhicule qui impressionne particulièrement en termes de puissance d'accélération non plus. Mais, je veux dire, Volkswagen, là, ils ont des hybrides en Europe dans le Tiguan. Pourquoi on l'a pas? On l'a pas regarde, ça, là, on peut toutes les nommer, là. Honda CR-V, Ford Escape, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Mazda CX-50, le Forester. Tout le monde offre des hybrides maintenant. Et Volkswagen en a dans son catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Moi, c'est ça ma question. J'ai trouvé que c'était un petit peu décevant. En terminant, vite, quelques mots sur ta... petite 911 GT3 Touring que tu as conduit la semaine dernière? Oui. 911 GT3 Touring. En fait, tu sais, on parle souvent de la KRA-T comme étant une voiture de puriste dans le bas du catalogue, dans le bas. Le deuxième, après le modèle de base qui est extraordinaire avec sa transmission manuelle, etc. Mais la GT3... aussi avec la transmission manuelle, qui est un petit peu rare là, dans le catalogue, on a une voiture de course adaptée pour la route. C'est le 6 cylindres à plat atmosphérique, donc on a la version la plus pure de la mécanique à 502 chevaux. Je disais la boîte manuelle à 6 rapports également envoyée aux roues arrière. On envoie la puissance aux roues arrière. Le modèle Touring, on reconnaît les GT3 là, avec leurs gros ailerons en arrière, leur look un petit peu plus de course, etc. Là. Le modèle Touring, c'est ça, sa plus grande caractéristique, c'est qu'on enlève cet aileron-là et on fait le look classique, là, vraiment à l'arrière du véhicule. Il y a tout de même un aileron qui se déploie sur commande du conducteur pour avoir un peu d'appui aérodynamique. Par contre, on sent que ce véhicule-là, moi j'ai conduit quelques générations de la GT3, puis je trouve qu'on devient de plus en plus civilisé. Le véhicule se conduit de plus en plus facile. De plus en plus facilement, mais sans perdre la direction, par exemple. Il n'y a aucun point mort au milieu. C'est extrêmement précis. Les performances, on va jusqu'à 9000 tours avec ce moteur-là. Donc, c'est constamment là, entre 4000, à partir de 4000 tours, là, il y a beaucoup de puissance en bas, mais à partir de 4000 tours et 9000 tours, c'est là que c'est l'extase d'un moteur atmosphérique qu'on ne retrouve plus vraiment aujourd'hui parce qu'on regarde pas juste dans la lignée 911 avec l'hybridation, le turbocompression, etc. Avoir un moteur atmosphérique comme ça inspiré de la course, c'est extraordinaire. Est-ce que la prochaine génération va avoir de l'hybridation? Écoute, j'ose croire que non. Je peux pas. La façon que les choses vont là, on ramène là, chez Porsche. On veut ramener la transmission manuelle dans plus de modèles. Donc, justement, on citait ça chez Porsche. On veut en ramener plus. Donc, cette motorisation hybride-là n'est pas compatible avec la transmission manuelle. Je pense que les véhicules de puristes comme la GT3, évidemment, il ne faut pas oublier de dire le prix, à 300 000 $ avec tout équipé là, comme que je l'avais. C'est un modèle qui est quand même réservé à une certaine classe d'acheteurs. Par contre... Ça fait 30 000 $ de taxes de luxe en passant. Là. Ces achats, exactement. Écoute, le véhicule que j'avais avait les freins en carbone céramique. C'est 12 000 $ de freins. Là, puis ces freins-là...
Oui. Ah, c'est extraordinaire. Donc, oui, un véhicule pas pour tout le monde, mais dans sa variante touring, un peu plus... À 300 000, c'est pas pour tout le monde? Un peu plus civilisé pour la route, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et puis, le modèle que j'avais avec le vert chêne et les roues dorées, c'était comme un rêve. Mais là, quand c'est même, 911T. Pratiquement, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, la 911T, c'est extrêmement, tu sais, c'est comme si on peut pas aller vers la GT3, la 911T, c'est la moitié du prix, comme tu le dis, puis c'est tout aussi agréable. C'est juste que celle-là pousse les pousse là, t'es ailleurs complètement, mais sur les routes, si t'as pas l'intention de faire de piste, je pense que la 911T, c'est un choix fantastique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.